Bonsoir, une belle moisson à Moscou. Le président Alpha Condé défend la Guinée et l'Afrique tout entière. Une opération séduction et des contrats importants en prime. Pèlerinage chrétien, les pèlerins guinéens découvrent le mont Golgotha et d'autres sites religieux. Retour ce soir sur les temps forts de ce pèlerinage. Le sport est la semaine de la souveraineté. Avant le 2 octobre 1958, la Guinée avait déjà ses équipes de football et de basketball, d'autres disciplines également. Des sportifs se battaient pour l'honneur. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. On ouvre ce journal par des échos de la visite du président Alpha Condé en Russie. Le chef de l'État a récolté plusieurs accords permettant d'affermir les efforts de développement de la Troisième République, mais surtout de renforcer l'axe Conakry-Moscou. Au cours de cette mission, la relance de l'usine de Fria en 2018 a été évoquée. Sanassi Keita. Une visite d'État avec des résultats nombreux et positifs. C'est des résultats hautement positifs. Le premier résultat est la solution trouvée au problème de la dette guinéenne vis-à-vis de la Russie pour un montant de 250 millions de dollars. La partie russe accepte de pardonner cela. C'est très important parce que ça nous gênait un peu. C'est une dette listée, une partie de cette dette a été listé dans le cadre du club de Paris, mais hélas, on avait des difficultés avec la Russie pour parvenir à un accord global. Je suis heureux de pouvoir dire qu'avec l'intervention du président de la République, les Russes gagnent du temps, ont accepté de réduire le temps pour la mise en route du projet Frigia. C'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Frigia sera mise en route dans le premier semestre de l'année 2018. Ça veut dire que vers le mois de mai-juin, Frigia va redémarrer. La Guinée va revenir dans l'industrie d'aluminium dans le monde. Tout comme le projet Diandian va connaître le démarrage dans le premier semestre de l'année 2018, va commencer à exporter. Nous parlons d'un volume d'exportation de 6,5 millions de tonnes. C'est une bonne information pour la Guinée parce qu'il s'agit de traduire en valeur marchande le potentiel économique minier de la Guinée. C'est ce que le professeur Alpha Condé essaie de faire. Nous vivons depuis des siècles sur ce potentiel, sur cette fiction de pays à scandale géologique minier sans aucun résultat pour les Guinéens. Maintenant, après les Chinois, c'est les Russes. Avant les Chinois et les Russes, c'est les Américains, c'est les gens d'Abu Dhabi. Demain, c'est les Indiens, etc., etc. La Guinée, le potentiel minier guinéen va connaître un début d'exécution. La bonne nouvelle en ce qui concerne Diandian, c'est que très rapidement, dans 2 ou 3 ans, nous allons arriver à l'usine d'alumine et voir plus loin à l'usine d'aluminium, c'est-à-dire l'industrialisation du pays avec des possibilités d'emploi pour les Guinéens. L'éducation, un domaine important également dans lequel la Guinée et la Russie ont signé un accord. Un autre résultat de cette visite d'État aura été effectivement la signature des accords sur l'éducation. Les Russes acceptent de doubler le volume de bourses d'enseignement supérieur et technique à la Guinée. Ce qui est important, au lieu d'une vingtaine de bourses par an, nous allons atteindre 60 bourses en dehors des quotas de Russell, ce qui signifie globalement, nous parlons de 150 à 200 bourses annuelles à partir de maintenant. Finalement, c'est une visite d'une
grande portée parce que ça rapprochait les hautes autorités des deux pays. Je n'ai jamais vu le président Vladimir Poutine, qui est en général plutôt très serré, aussi relax comme il l'a été avec son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. L'axe Conakry-Moscou connaîtra désormais un nouvel élan de coopération bâti sur le respect mutuel, avec bien évidemment la volonté affichée par les deux présidents, professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine. Retour à Conakry pour parler de financement de quelques projets de développement. Le gouvernement guinéen et l'Union européenne renforcent leur coopération. Ils viennent de signer 2 importantes conventions, des conventions devant permettre à la Guinée d'obtenir plus de 200 milliards de francs guinéens. Précision, Kerna Ousmane Diallo. Avec ces signatures, 19,4 millions d'euros, soit environ 205 milliards de francs guinéens, sont mis à la disposition de la Guinée par l'Union européenne à travers le 11e FED. Il y a de quoi afficher de larges sourires de part et d'autre. D'importants secteurs de la vie socio-économique vont être redynamisés. De cette enveloppe globale, 180 milliards de francs guinéens vont être investis dans la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité. L'un des grands objectifs de notre appui à la réforme du secteur de sécurité, c'est d'aboutir à une meilleure prestation de services de sécurité des hommes et femmes en uniforme aux civils, d'aboutir à une meilleure relation entre les gens en tenue et les civils pour qu'on puisse réellement parler d'une sécurité humaine. Ça contribue à la fois à la réconciliation nationale, ça contribue à la sécurité, ça contribue à la lutte contre les trafics, avec une importante attention à la formation des éléments des forces de sécurité, que ce soit au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, y compris la protection civile. Dans ce même programme dédié à la 3e phase de la réforme du secteur de la sécurité, le corps paramilitaire des conservateurs de la nature va être renforcé pour la sauvegarde de l'environnement. 2,5 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs guinéens, vont être orientés dans l'amélioration de la gouvernance des transports et dans l'élaboration du plan national des transports routiers. C'est la 2e convention signée. La convention que nous avons signée, notamment dans le domaine des transports, est importante à plus d'un titre, puisqu'elle met l'accent sur l'entretien. Il ne s'agit pas seulement de construire de nouvelles infrastructures, d'acquérir de nouveaux équipements, il faut savoir les entretenir. Et ça, il faut se dire la vérité, on n'est pas fort pour ça. Donc nous avons vraiment des efforts à faire, et cela se fait par des contrôles, comme l'a mentionné le chef de délégation, les contrôles des charges à l'essieu, c'est-à-dire le poids des camions. Également, je dirais, l'entretien régulier de nos routes. Avant la fin de l'année, il est prévu d'entamer plusieurs actions. Certaines concernent la réinsertion des jeunes en région forestière. Le ministère de l'économie et des finances s'est engagé à assurer le suivi et le bon usage des 205 milliards de francs guinéens octroyés. Le redécoupage de la ville de Conakry, le comité de pilotage du projet vient de tenir sa 3e session. Il est question d'identifier des axes prioritaires dont les études futures devraient tenir compte. Cette 3e rencontre a surtout permis d'envisager des stratégies de mise en œuvre du programme. Mohamed Lamine Camara. Le projet sur le redécoupage de Conakry, sa périphérie, prévoit de réaménager la cartographie territoriale pour un développement cohérent et durable. La stratégie vise plusieurs domaines. Il s'agit des domaines d'urbanisation, du transport, de la gestion des déchets et des logements. Cette rencontre permet d'identifier les axes prioritaires et les stratégies de mise en œuvre. On a défini un certain nombre de critères qui sont des critères sociologiques, des critères historiques, des critères de géographie. Par exemple, il est hors de question de ne pas prendre en compte les voies ferrées, les routes. Il faut que les frontières entre les communes soient visibles. De la même façon, s'il y a création de communes, il n'est pas question de créer des espaces sans service public, sans équipement public. Or, quand on regarde aujourd'hui, plus on va vers l'est,
moins il y a de Conakry, moins il y a d'équipements publics. Cet ambitieux projet d'étude devrait prendre en compte le redimensionnement des communes actuelles, la définition des limites territoriales issues de la périphérie, notamment Koya et Dubrika, ainsi que la révision du statut de Conakry. Il y a une nécessité de voir tant sur le plan institutionnel que de la planification urbaine, la gestion du territoire. Il y a besoin de repenser la structuration de la ville. L'étude dont nous parlons aujourd'hui doit aider les décideurs à prendre les bonnes décisions sur la future organisation de la ville. On parle de redécoupage. Quelle est la structure optimale pour la future grande ville de Conakry? Il n'y a pas de distinction entre Conakry et la région de Kankan, la région de Bokeh ou de Zérékoré en termes de prise en compte territoriale, en termes de prise en compte politique. Conakry, région de Conakry avec ses 5 communes. Les autres régions, vous avez les préfectures qui se superposent aussi avec des communes. Donc le statut de Conakry doit être révisé parce que ailleurs, quand je vous ai dit que Conakry doit ressembler aux autres capitales, vous avez un district central par exemple à Bamako et ailleurs. Et ce statut politique sera révisé, il est pris en compte dans l'étude qui est aujourd'hui engagée. Ce projet de redécoupage de Conakry et sa périphérie s'inscrit dans le registre de la stratégie Grand Conakry Vision 2040. Le but est de faire de Conakry une ville moderne à l'image des capitales de référence. Le projet Eau, Hygiène et Assainissement, l'ONG Catholique Relief Service donne un coup de main. Elle vient d'appuyer un centre de santé de Kaporo. C'est dans le cadre de la mise en pratique du projet Wash Conakry. Le point avec Safrin Koulibaly et Aboubakar Diaby. Le lavage des mains, l'utilisation de l'eau potable et des latrines propres est une volonté ambitionnée par l'ONG Catholique Relief Service. Le projet dénommé Wash Conakry va s'étendre sur les communes de Ratouma et de Matoto pour une durée de 2 ans. Les centres de santé Radadjene de Kaporo et l'école franco-arabe de Talebouya constituent la première phase. Ils viennent de bénéficier chacun de 3 latrines. Réconfortés par ce geste, les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. C'est un don qui vient à tout droit vers nos besoins. Parce que c'est un grand centre qui est trop fréquenté, mais on n'avait pas de latrine externe. Donc nous étions obligés, pour l'honneur des malades, des patients, de partager les 2 douches qu'on avait à l'intérieur pour les travailleurs, donner un aux patients et l'autre pour les malades, et l'autre pour les travailleurs. Donc aujourd'hui, nous avons eu ces douches externes, nous sommes très contents. Et je vous promets sincèrement qu'on va tenir bon ces douches-là. L'entretien serait de rigueur. Évoluant dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique, l'ONG Catholique Relief Service entend contribuer à travers ce don à la réduction des maladies diarrhéiques dans ces 2 grandes communes de la capitale. L'importance, c'est d'abord la santé passe par l'hygiène. Et l'hygiène est très importante et nous pensons qu'avec l'éducation à l'hygiène et l'utilisation efficiente de l'eau et l'utilisation efficiente des latrines peut améliorer la santé des populations des 2 communes. Outre ces latrines, Catholique Relief Service compte aussi réaliser 2 fourrages au centre de santé de Radadjene de Kaporo et à l'école franco-arabe de Talebouya. Coopération sanitaire, les États-Unis renforcent la capacité technique du service de santé de l'armée. Il s'agit essentiellement d'équipements de laboratoire. La cérémonie de remise a été mise à profit pour rendre encore hommage aux militaires guinéens tués à Kidal. Sergent-chef Lamine Sana Camara de la presse militaire. Ce lot de matériel est destiné au laboratoire biomédical du centre médico-chirurgical des armées du bataillon du quartier général. Un geste de l'ambassade des États-Unis à la direction générale du service de santé des armées. Ce matériel vient renforcer la prise en charge de nombreux patients civils et militaires qui affluent les structures sanitaires des forces armées. Au nom du chef d'état-major général des armées et à mon nom personnel, nous voulons vous remercier pour ce don. Pour nous qui sommes des utilisateurs, nous connaissons très bien l'importance de cet appareil, car le laboratoire joue un extrêmement rôle dans le diagnostic au sein d'une formation sanitaire. Nous avons tous vu ici l'épidémie Ebola. Cette épidémie nous a montré à quel point le rôle du laboratoire est très important. Donc nous vous remercions et nous prions Dieu le Tout-Puissant que cette collaboration puisse aller de l'avant.
Outre ce geste, le directeur général du service de santé des armées, entouré de ses proches collaborateurs, a procédé à la remise officielle d'une enveloppe financière à la famille du médecin capitaine Wowo Henri Abba, une des victimes de l'attaque du 12 février 2016 à Kidal, au nord Mali. Un geste des fonctionnaires guinéens et ceux servant sous la bannière des Nations Unies aux 15 victimes de Kidal. Merci pour le geste symbolique et nous profitons de l'occasion pour dire également merci aux Nations Unies, merci à l'armée guinéenne qui ne cesse de nous soutenir depuis le décès du feu au Henri Abba. Nous ne cesserons jamais de vous remercier car depuis qu'il nous a quittés, l'armée guinéenne est toujours là et il continue à nous soutenir. Ce don de matériel à la direction du service de santé des armées vient s'ajouter à de nombreux autres et qui renforce sa capacité opérationnelle. Ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, il est porté à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des membres de la société civile et du peuple de Guinée que le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2018 initié par le gouvernement à la demande de la représentation nationale se déroulera du mardi 3 au mercredi 4 octobre 2017 à partir de 11 h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance de cet exercice, premier du genre en Guinée, la présence de tous les honorables députés est requise, signé par le secrétaire général Dr Mohamed Berete. Des manuels scolaires pour les enfants du village SOS de Sonfonia, c'est un geste d'une banque nigériane. L'idée, c'est de permettre à ces pensionnaires d'élargir leur rayon de recherche à un moment où la Guinée constitue la première destination littéraire au monde. Lancé Koulibaly, Abdoulaye Diallo. C'est une importante quantité de livres qui est offerte à SOS Village d'enfants. Ce don de FBN Bank va contribuer à l'éducation de ces enfants en situation difficile. Ce don s'inscrit dans la dynamique de l'événement Capitale mondiale du livre. C'est quelque chose qui se fait chaque année où il est décidé de faire un don parce que notre activité n'est pas seulement de faire l'argent mais aussi c'est de partager l'argent que l'institution gagne au bénéfice des citoyens, au bénéfice des centres qui en ont besoin. Connaissant l'importance de ce don pour ces enfants orphelins, les responsables de ce centre d'accueil expriment leur gratitude envers les donateurs. Nous sommes très contents de ça parce que la Guinée aujourd'hui, c'est la capitale du livre. Et si nous avons des gens qui pensent à nos enfants orphelins, à les donner des livres, vraiment nous sommes très satisfaits de ça. Donc on les demande de venir en secours de ces enfants-là qui n'ont ni père ni maman. Donc leur soutien, c'est la société. Et nous demandons à la société de venir en secours de ces enfants. Améliorer les conditions de vie et d'études de cette couche vulnérable est l'une des préoccupations de FBN Bank. Les mois à venir, elle compte apporter d'autres appuis à ce centre. Un centre regroupant plus de 300 enfants en son sein. L'université Amadou Dieng met ses diplômés de cette année sur le marché de l'emploi. Ils ont pris des cours accélérés sur la conservation de documents administratifs. La remise des diplômes a eu lieu à la Direction nationale des archives. Tawel Kamara. Après 3 mois de stage à la Direction nationale des archives de Guinée, ces étudiants du complexe scolaire et universitaire Amadou Dieng reçoivent leur diplôme. Dorénavant, ils sont outillés en technique de conservation des documents administratifs, des acquis qui, en plus des connaissances universitaires, vont leur permettre de bien cerner et préserver la mémoire collective du pays. Je voulais dire que j'ai beaucoup appris. Archives, j'entendais avant, je ne connaissais même pas la signification, mais ces 3 mois m'ont fait comprendre ce que c'est l'archive, ce qui se passe ici, comment classer les documents, plein de choses. Au cours de ces 3 mois, nous avons compris comment la conservation de la mémoire publique s'effectue, le fonctionnement des différents services ici. Nous avons aussi eu la chance d'aller dans d'autres institutions pour connaître le fonctionnement de leurs archives et le fonctionnement de leur direction. En plus des cours pratiques, ces jeunes archivistes ont aussi visité quelques sites historiques du pays. Déjà, certains jeunes retiennent l'attention des encadreurs. Parmi eux, il y en a qui pourraient être retenus. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas les moyens de recruter directement.
Mais nous organiserons l'année prochaine un concours de recrutement à l'intention de tous les stagiaires qui sont passés par ici. Et s'ils ont la chance d'être retenus, nous en ferons soit des directeurs régionaux des archives, soit des directeurs préfectoraux ou des directeurs communaux des services d'archives et de documentation. Il ne s'agit pas tout simplement de suivre la théorie, mais après la théorie, on vous met à la pratique et après la pratique, on vous suit sur le terrain pour aller vous familiariser avec le milieu professionnel. Après ce stage, ce futur archiviste du pays s'engage désormais à participer effectivement à la préservation de la mémoire collective de la nation. La fête anniversaire de la Chine et ses consultations gratuites organisées ce samedi à l'hôpital sino-guinéen. Beaucoup de patients ont quitté les lieux après des heures de consultation réussies. Pendant ce temps, à Sigiri, les clés d'une nouvelle école primaire viennent d'être remises au gouvernement. Ces informations et bien d'autres dans ce condensé de Daouda Bansila. Depuis 1990, les Nations Unies ont dédié le 1er octobre de chaque année aux personnes du 3e âge. Une manière pour elles de montrer l'apport des personnes âgées aux générations actuelles. En Guinée, elles représentent une frange importante de la population. À la veille de la célébration de cette journée des personnes âgées, le gouvernement réitère son engagement à accorder une place de choix à cette couche sociale. Bien que l'on dise souvent qu'elles jouissent d'un respect particulier, la réalité est que dans un trop grand nombre de pays, tout comme en Guinée, les personnes âgées font face à des difficultés d'accès à l'emploi, aux prêts et aux services de base. Pour ce faire, il est impératif de changer la manière dont les personnes âgées sont représentées et perçues. Il faut qu'au lieu d'être vues comme un fardeau, qu'elles soient appréciées pour les nombreux services qu'elles rendent à l'humanité en général et à leurs familles en particulier. À 136 km de la commune urbaine de Sigirine, l'école primaire professeur Alpha Condé de Bandiougoula, symbole d'un engagement communautaire réussi. Dans cette contrée reculée du pays, la fin des travaux de construction de l'école suscite un grand espoir dans la lutte contre l'analphabétisme. À Conakry, où les citoyens de Bandiougoula ont mis l'école à la disposition du gouvernement, leur contribution au développement national est appréciée. Je m'en réjouis pour ces deux faits, la remise de l'infrastructure à notre disposition et le fait de porter le nom du président de la République par cette infrastructure aussi, ça c'est un autre tonus. C'est pour cela que j'ai appelé le directeur préfectoral de l'éducation de Ségri de s'atteler directement à faire parvenir des enseignants dans cette école pour que les parents ne continuent plus à payer des contractuels communautaires de leur poche. Donc je ferai tout pour que ces enseignants dans la semaine-là prennent position à partir de cette école. À l'hôpital sino-guinéen d'Équipé, des consultations médicales gratuites viennent d'être organisées. Une initiative de l'équipe médicale chinoise pour renforcer la lutte contre les maladies courantes. C'est le 1er octobre, c'est le 68e anniversaire de notre pays, de la Chine. Et donc nous voulons profiter de cette occasion pour organiser cette consultation. Et donc nous pouvons savoir les demandes de tous les malades guinéens. Et puis nous pouvons offrir des services à tous les malades guinéens. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est tenue une réunion de haut niveau du 27 au 28 septembre sur le plan de l'action mondiale de lutte contre la traite des personnes. 2 jours durant, 75 délégations ont évalué les progrès réalisés par les États en matière de lutte contre ce fléau. Notre pays, la Guinée, y était représenté par le directeur du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Explication, Fatoumata Samora, notre correspondante permanente basée à New York.
À New York, les États membres de l'ONU réaffirment leur engagement énoncé dans le plan d'action mondial de 2010 pour lutter contre la traite des personnes. Par la même occasion, ils manifestent clairement leur volonté d'agir ensemble pour mettre fin à la traite des êtres humains. Pour la première fois, ils placent leur action dans la ligne du programme de développement durable à l'horizon 2030. Monsieur le Président, la République de Guinée a traduit sa volonté de combattre ce fléau en ratifiant les principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux de protection des droits de l'homme, notamment la Convention de Palerme sur la criminalité transnationale et ses protocoles additionnels, ainsi que l'accord multilatéral de la CEDEAO sur la lutte contre la traite des personnes. Le renforcement de la coopération internationale dans la prévention et la répression doit être inscrit parmi nos priorités pour éradiquer ce fléau. Face à la montée de la traite des personnes, les délégués rappellent la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016 et l'importance de la ratification par les pays de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, des instruments à la disposition des nations en vue de bannir la traite des personnes. La Guinée est à la fois un pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains. Cette situation a amené notre gouvernement à entreprendre des mesures ci-après. Le renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes par la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. L'élaboration d'un plan d'action d'urgence assorti de budget qui favorise la formation des magistrats et des forces de sécurité. L'organisation d'une campagne de sensibilisation couvrant tout le territoire national. Mettre fin à la traite des êtres humains, un autre challenge auquel l'humanité doit faire face. Des conventions et des déclarations sont à la disposition des États, mais aussi chaque pays pourrait mettre en place des législations et des mécanismes selon la formule des 4 P: prévention, protection, poursuite et partenariat. Kadiatou Touré, une journaliste guinéenne qui s'est essayée avec succès dans le domaine du cinéma. Elle a produit un film documentaire sur l'excision, son combat personnel contre ce fléau. Son film intitulé L'excision à l'épreuve du temps a été primé en Allemagne. Idrissa Cissé. Elle est l'unique récipiendaire du prix international Ulrich Wicker pour les droits de l'enfant au cours de l'année 2017. Kadiatou Touré vient de bénéficier de cette distinction honorifique à travers un concours lancé par Plan International il y a quelques mois. Sur 16 pays postulants à travers le monde, dont 92 sujets, seul le film documentaire Koliantoli, l'excision à l'épreuve du temps, a retenu l'attention du jury. Dans le film, on peut prendre différents aspects, discuter de différents aspects du film. Et c'est ça qui a beaucoup touché et les gens qui ont regardé le film. La fondation Ulrich Wicker, à travers Plan International, récompense à chaque année les meilleurs documentaires et reportages réalisés sur le droit des enfants. Le prix est décerné dans 3 catégories, dont un prix international à un journaliste d'un des 52 pays qui sont dans le programme du Plan International. Parce qu'il y a des femmes comme Kadiatou Touré qui militent pour le droit des femmes, qui vont dans les fonds, dans les recoins de plusieurs pays pour narrer ce que les enfants vivent, ce que nous n'avons pas la chance de voir. Le prix est décerné dans 3 catégories, dont un prix international à un journaliste d'un des 52 pays qui sont dans le programme de Plan International. La récipiendaire se réjouit de cette distinction qui fait honneur à la Guinée. Être récompensé sur un plateau international, c'est vraiment un très grand honneur pour la Guinée, pour ma famille et pour moi-même. Souvent, les journalistes guinéens sont taxés d'incompétents ou sont qualifiés d'incompétents. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ils ont besoin juste d'un petit accompagnement. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ambassade des États-Unis qui a bien mis les moyens à ma disposition et qui a cru en moi pour réaliser ce travail. Elle promet la construction d'un camp d'initiation à Koliantoli avec l'aide des partenaires, ce qui va faire de ce village un exemple dans la lutte contre l'excision en Guinée.
Religion, le pèlerinage chrétien se poursuit à Jérusalem. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée effectue cette obligation rituelle. Les pèlerins guinéens ont visité tous les lieux sacrés, notamment le mont Golgotha. Samara Tolno et Pierre Tunkara, envoyés spéciaux. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem se trouve le jardin du tombeau de Jésus-Christ. Ici, les pèlerins guinéens de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques, avec leurs co-religionnaires du monde, viennent revivre l'expérience en suivant les traces de Jésus. Au bout de ces sentiers où Christ a porté sa croix, les pèlerins découvrent le mont Golgotha, le lieu où Jésus a été crucifié. Non loin de là, un autre endroit historique de la foi chrétienne. Il s'agit du tombeau de Jésus. C'est ici que son corps a été déposé avant qu'il ressuscite 3 jours après. À cet endroit, de longues files d'attente se forment. L'émotion et la joie sont immenses chez les pèlerins après avoir vu l'intérieur du tombeau. Nous savons que les femmes ont été les premières à venir voir. C'est elles qui ont annoncé que Christ est ressuscité avant que les hommes ne viennent. Donc si nous sommes là aujourd'hui, je remercie tous ceux qui ont permis que nous soyons là, l'État guinéen. Du tombeau de Jésus, nous voilà dans la cité du roi David. À l'intérieur de cette muraille de 4 km, se cache une autre histoire de plusieurs rois d'Israël. Le cercueil du roi David, les murs du temple de son fils Salomon, connu sous le nom de mur de lamentation. Un lieu où chrétiens et juifs se côtoient pour la prière. C'est pour moi une très grande joie de me trouver ici, d'invoquer le nom de Dieu pour mon pays, pour ma famille, pour mon église, afin que vraiment le Seigneur, selon sa promesse, puisse exaucer non seulement ma prière, mais puisse exaucer la prière de tous ceux qui sont venus de la Guinée. De plus en plus, la découverte s'intensifie. Ainsi, du mur de lamentation, les pèlerins visitent le mont des Oliviers où Jésus a fait son ascension au ciel après avoir vaincu la mort. De ces monts, les pèlerins se réunissent pour prier à l'endroit où, selon la Bible, Pierre a prêché l'évangile le jour de la Pentecôte. C'est l'endroit où Pierre a prêché pendant Pentecôte, où il y a eu plus de 3000 convertis. Donc c'est un endroit de proclamation de l'évangile et de conversion des nations. On est venu encore ce soir ici pour prêcher sur les mêmes lieux que Pierre a prêché autrefois. Nazareth, la mer morte et le lac de Tibet constituent les prochaines étapes de ces périples des fidèles chrétiens de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée. Religion encore, aujourd'hui c'est le 9e jour de la nouvelle année musulmane, l'occasion de souhaiter la miséricorde de Dieu pour tous. Cette nuit, le traditionnel Yoli Yolio Badaran est formulé dans les quartiers. Bonne fête à tous les fidèles musulmans. On est toujours dans la semaine de la souveraineté. Hier, on a écouté des témoignages du rôle qu'a joué la commune de Kaloum dans la décolonisation. Il y a une autre localité qui s'est illustrée. Il s'agit de l'Abbé. La ville a vécu un 28 septembre inoubliable. Beaucoup s'en souviennent encore et décrivent comme spéciale l'ambiance qui régnait ce jour-là. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Même si ses capacités de mobilité se sont amenuisées sous le poids de l'âge, le doyen Muntaga Baldé a la mémoire fraîche quand il parle du 28 septembre 58. Dans la cité de Karamoko Alpha, l'homme a été témoin de toutes les étapes qui ont permis à la Guinée de rejoindre le concert des nations libres et indépendantes. Pendant toutes les 2 années qui ont précédé, la jeunesse a populariser l'idée d'indépendance, donc ce n'était pas au dernier moment qu'on allait mettre ça sous le enterré. Voilà. Ça se faisait au grand jour, il n'y avait aucun... Et puis le PDG était très fort. C'était de sorte qu'on n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit à l'ombre. Tout le monde était d'accord et le colonisateur savait que c'était ça. Et il ne pouvait rien faire. De s'écouter et d'avoir pris en charge ce mot d'ordre d'indépendance, il a été rejoint pratiquement par toute l'opinion politique, par tous les partis politiques. Et à ce moment, si vous voulez, il y avait une unité de fait de toute la pensée politique guinéenne pour l'indépendance. Côté de nos frères de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Basse-Guinée,
On a mené la lutte ensemble avec tout le cœur qu'il faut. Je dis que si on reprend ça, cet esprit, et on le continue, on soulèvera des montagnes. À la baie, 2 sites ont longtemps symbolisé cette victoire sur l'occupation. Le cinéma L'Orange, aujourd'hui reconverti en magasin de commerce, et le centre culturel. Toutes les réunions pour la victoire du oui se tenaient à ces 2 endroits. Comme les campagnes électorales actuelles, les gens allaient faisaient des meetings, on était. Nous, on a fait la campagne à la baie ici. On allait au marché hebdomadaire, on disait aux gens, il faut voter. Ceux qui étaient sceptiques, on tâchait de les rassurer. C'est comme ça. En particulier, je me rappelle quelqu'un, on était à Sannou. Il nous dit, mais vous voulez qu'on soit indépendant alors qu'on ne sait pas fabriquer une aiguille? J'ai dit, oui, on ne sait pas fabriquer parce que justement, les gens ne veulent pas qu'on apprenne à fabriquer. Et puis j'ai dit, les aiguilles, c'est les machines qui les font, ce n'est pas les hommes. Donc si on est indépendant, on amène la machine et puis elle nous fabrique les aiguilles. Donc vous voyez, on cherchait dialogue avec les gens. Comme dans la grande majorité du pays, l'abbé a voté pour l'indépendance. Les témoins de cette époque sont de plus en plus rares, même si la fibre patriotique est encore plus forte que jamais. Sur un plan sportif, on a rencontré d'autres acteurs majeurs de la fierté guinéenne. Maître Nabi Camara, actuel président du comité national olympique, était le premier entraîneur du Sili national, un poste qu'il a occupé bien avant l'indépendance. La Guinée pratiquait d'autres disciplines sportives comme le basketball. Abdoul Aziz Baldé. Avant l'indépendance, la Guinée pratiquait déjà 5 disciplines sportives. Le football, le basketball, le volleyball, le handball et le cyclisme. Toutes ces disciplines étaient pratiquées par passion. À 82 ans, Maître Nabi Camara, actuel président du Comité national olympique sport de Guinée, se souvient encore de cette époque glorieuse du sport guinéen. À l'époque, évidemment, on savait qu'on défendait une couleur donnée. On était conscient de ce que l'on faisait réellement. Mais à dire de la protestation ne s'arrêtait pas à brandir les drapeaux, ceci ou cela, non, cela. Mais parce qu'il faut reconnaître que, comme je vous ai dit, il y avait ces équipes-là. Et la première équipe, c'est la Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. C'est une équipe des prêtres quand même. Moi-même, qui vous parle, j'ai évolué dans la JA de Cancan. Parce que ma première licence, je l'ai signée à Cancan, en 1952. Donc, la deuxième équipe qui a été fondée ici en Guinée, c'est l'Aigle Noir. Aigle Noir. Cette équipe renfermait des étrangers. C'est-à-dire, étrangers, mais des Africains quand même. En réaction à cela, les autochtones aussi ont eu à mettre en place une équipe qu'on a appelée l'Étoile. Bon, il y avait même des chants que nous, petits, nous avons chantés. Mais après, ce sont les 2 équipes-là, les 2 premières équipes dont je viens de vous parler. C'est-à-dire l'Aigle Noir et l'Étoile ont fait la fusion après qui est devenu le Racing Club. Et il a même remporté la Coupe d'AOF. Autre époque, autre figure. Quelques années plus tard, Dakimbor Camara s'est fait aussi distinguer par son talent. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, le 2e capitaine de la toute première équipe nationale salue l'engouement qui prévalait à l'époque de la Cité. On était fiers quand on joue, c'était tout Conakry qui nous soutenait. Quand on va jouer, on décide d'abord avant d'aller jouer. On décide le match et dit il faut gagner ce match. On se réunit, on prend une décision et dit ce match-là, il faut qu'on gagne ce match-là. Malgré les rages avancés, ces icônes nationales restent toujours des fans du sport. Pour rehausser le niveau du sport guinéen, ces vétérans proposent quelques pistes de solutions. Les cadres à l'époque qui passaient par les écoles et les établissements pratiquaient le sport. C'était obligatoire. Et de telle manière, dans les écoles
comment dirais-je, primaire, il y avait une épreuve qu'on appelait une épreuve sportive d'éducation physique qu'on faisait passer au premier échelon, premier degré, deuxième degré et troisième degré, à l'école primaire déjà. Donc, voyez-vous, vous étiez obligé de pratiquer, c'était obligatoire, c'était une matière comme toutes les autres matières et que l'on était obligé de pratiquer le sport. Aujourd'hui aussi, nous voulons que cela devienne obligatoire, la pratique du sport. 59 ans après l'accession à la souveraineté nationale, la Guinée figure aujourd'hui parmi les pays les plus importants du monde footballistique. Le sport guinéen devient de plus en plus une aubaine de réussite pour des jeunes du pays. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Nabi Camara, actuel président du Comité olympique national, et d'Akimbor Camara, lui, âgé de 80 ans. Je reviens sur ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Il est porté à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des membres de la société civile et du peuple de Guinée que le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2018, initié par le gouvernement à la demande de la représentation nationale, se déroulera du mardi 3 au mercredi 4 octobre 2017 à partir de 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance de cet exercice, à premier du genre en Guinée, la présence de tous les honorables députés est requise. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.